Et si vous voulez bien, nous allons donc entamer notre première leçon. Le séminaire que nous allons essayer de suivre ensemble va comporter 3 leçons. C'est effectivement, comme je le disais, une brève histoire de la philosophie juive. Et j'ajouterais qu'il faut insister, en ce qui nous concerne, sur le mot histoire. C'est-à-dire que ce qui va nous intéresser, avant toute chose, c'est de raconter quelles ont été les différentes étapes de ce qu'on appelle la philosophie juive, pourquoi la philosophie juive est apparue, comment elle a évolué. Dans ce sens, nous allons en fait essayer d'aborder 3 thématiques. La première aujourd'hui, la seconde la semaine prochaine dans la deuxième leçon et la troisième un peu plus tard dans notre 3e leçon. La première leçon va être consacrée à une grande question, qu'est-ce que c'est que la philosophie juive? Et vous allez voir que c'est une question extrêmement complexe, à la fois par rapport à la philosophie en général et par rapport au judaïsme. La deuxième question que nous aborderons la semaine prochaine, la deuxième leçon que nous allons essayer de mener ensemble la semaine prochaine, va porter sur ce que l'on pourrait appeler la scolastique juive, c'est-à-dire l'âge classique de la philosophie juive. En gros, cela correspond à la période du Moyen-Âge. C'est une période qui, dans l'histoire de la philosophie juive, mais aussi dans l'histoire de la philosophie chrétienne et de la philosophie musulmane, est essentiellement marquée par la confrontation entre la religion, entre une religion considérée comme révélée et une réflexion indépendante, rationnelle. La philosophie consistera pour les fidèles des 3 religions, ou si l'on préfère, pour les personnes qui vivent dans les 3 zones ou aires de civilisation monothéiste, consistera à essayer de trouver un équilibre ou une conciliation entre la religion, la foi et la raison, la philosophie. Cette très longue expérience qui dure, comme je le disais, pendant le Moyen-Âge, et le Moyen-Âge, on peut dire que c'est au minimum un millénaire, 1000 ans, et on peut même dire par certains aspects que il faut parler d'un grand Moyen-Âge qui dure près de 1500 ans ou 1800 ans. Ce Moyen-Âge, il a l'air d'être totalement dépassé depuis la Renaissance ou depuis l'apparition de la révolution scientifique au XVIIe et XVIIIe siècle, mais en fait, nous nous apercevrons qu'une bonne partie des réflexions et des idées qui ont été forgées à cette époque-là continuent à avoir une influence considérable de nos jours et continue à donner une forme, comme on dit, à informer le débat philosophique et l'ensemble des débats réflexifs dans la société du XXe siècle et du XXIe siècle. Enfin, la 3e leçon sera consacrée précisément aux philosophies modernes, aux philosophies juives modernes, c'est-à-dire en gros aux philosophies du judaïsme ou aux philosophies juives qui se développent à partir de la révolution scientifique du XVIIe siècle. Nous survolerons ces différentes époques, nous essaierons de saisir un certain nombre de problématiques. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder un certain nombre de questions fondamentales. Nous n'allons pas, à vrai dire, aborder une première époque, nous allons aborder des questions qui se sont posées à chaque fois que quelque chose comme une philosophie juive a pu exister. Et je commencerai par une question
très simple. Quand on parle de philosophie juive, en fait, à quoi pense-t-on exactement? On peut simplement se dire la philosophie juive, c'est une philosophie qui approfondit le judaïsme. Mais on peut dire aussi que la philosophie juive, c'est une philosophie sur le judaïsme, c'est-à-dire une réflexion qui essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que le judaïsme, en quoi le judaïsme est différent des autres religions, des autres cultures ou civilisations. Est-ce que ce judaïsme a des qualités particulières? Est-ce qu'il a des défauts particuliers? Quel est son présent? Quel est son passé? Et quel est son avenir? Et enfin, on peut imaginer une troisième manière de définir la philosophie juive. On peut dire que la philosophie juive, c'est une philosophie qui est faite par des juifs. Quel que soit le type de question ou le type de raisonnement que des philosophes juifs peuvent suivre, le fait qu'ils sont juifs colore d'une certaine manière leur cheminement intellectuel. Donc il y a trois manières donc d'envisager la philosophie juive. Et quand je parlais, c'était mon troisième cas de figure, d'une philosophie juive définie comme la philosophie que font des juifs, on est obligé à partir de là d'aller plus loin et de poser quelques questions supplémentaires. Est-ce que l'on parle d'une philosophie faite par des juifs engagés, des juifs fidèles, des juifs religieux, des juifs attachés à leur peuple, ou bien est-ce qu'on y inclut des juifs infidèles, c'est-à-dire des juifs qui sont en rupture avec la plus grande partie de la communauté juive sur le plan religieux ou sur le plan social? Est-ce qu'on va y inclure des juifs anti-juifs, des juifs antisémites? Et je vais vous parler à cet égard de trois personnes. Il y en a une qui n'est connue pratiquement que des spécialistes, et il y en a deux autres qui sont beaucoup plus connues. La première personne, le premier philosophe que je vais mentionner, c'est un philosophe espagnol du Moyen-Âge qui est connu sous le nom de Avner de Burgos. Donc Avner, nous voyons très bien ce que c'est que Avner, c'est un nom hébreu, c'est un nom biblique, et nous comprenons que Avner de Burgos est juif, est né juif. Sinon, il ne porterait pas ce nom. Un nom tel que Avner est un nom qui n'a été porté historiquement que par des juifs. Ce Avner de Burgos, était-il rabbin, ne l'était-il pas? Avait-il reçu une smicha ou non? On ne sait pas exactement, il y a plusieurs hypothèses à cet égard, mais ce qui est clair, c'est que c'était un juif profondément versé et dans la Torah en général et dans la philosophie juive de son temps. Seulement, Avner de Burgos s'est converti au catholicisme. Et à partir du moment où il s'est converti au catholicisme, il a développé une réflexion philosophique, mais il faut bien comprendre, une réflexion non pas polémique, mais une réflexion philosophique de haut niveau pour prouver, pour démontrer à ces anciens coreligionnaires juifs qu'il avait eu raison en tant que juif de se convertir au catholicisme. Donc nous avons un juif versé dans les études juives qui se convertit au catholicisme, mais qui continue à philosopher en tant que juif et largement pour des juifs pour défendre sa conversion. On pose la question, était-il juif? Il l'était. Était-il un philosophe juif? Certainement, il l'a été, techniquement, il en était un, mais est-ce encore un juif
qui fait de la philosophie ou pas. Le deuxième cas, et là on entre dans des cas beaucoup plus célèbres, beaucoup plus connus du grand public, c'est évidemment le cas de Spinoza, de Baruch Spinoza, qui est un juif hollandais, mais hollandais d'origine séfarade. Tout le monde connaît l'histoire de Spinoza, tout le monde sait que lui aussi a été élevé dans le judaïsme, que lui aussi a reçu une très belle éducation juive traditionnelle, et à un certain moment, Spinoza rompt avec le judaïsme et développe il ne se convertit pas, à une autre religion, mais il se détache de toute religion et en fait, sa philosophie est une philosophie qui est conçue comme une doctrine à la fois intellectuelle et morale pour tous les hommes, au-delà des particularités religieuses. Spinoza est certainement juif de naissance, il a certainement reçu une formation intellectuelle juive. Doit-on le considérer ou ne pas le considérer comme un philosophe juif? Est-ce que, à partir du moment où il s'est détaché du judaïsme, sa philosophie relève encore du judaïsme ou bien appartient à une autre sphère intellectuelle? Troisième cas de figure, la troisième personnalité que je vais mentionner ici, c'est Simone Weil. Bien entendu, Simone Weil avec un W. Je ne parle pas de la ministre disparue il y a quelques années. Je parle de la philosophe Simone Weil qui est morte à Londres en 1943, qui est née dans une famille juive parisienne, une famille assez profondément déjudaïsée, mais qui avait quand même encore des attaches avec le monde juif au niveau des grands-parents. Et comme vous le savez, Simone Weil va développer une philosophie très personnelle, à la fois religieuse, sociale, historique. Simone Weil va connaître une extraordinaire gloire posthume après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On peut considérer que probablement elle a été la philosophe française ayant eu le plus d'influence globale sur la culture française dans la deuxième moitié du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Elle est regardée comme un personnage exceptionnel, comme un génie ou comme une sainte par une très grande partie de l'opinion française actuelle. Il y a 2 ou 3 semaines, ou peut-être 3 ou 4 semaines, un grand écrivain et journaliste très proche de la communauté juive à beaucoup d'égards, je parle de notre ami Franz-Olivier Gisbert, a écrit dans le magazine Le Point un éditorial extraordinairement élogieux à propos de Simone Weil. Or, Simone Weil est, bien que d'origine juive, est une antisémite implacable, systématique, et on peut même dire qu'à certains égards, personne n'a plus assuré le maintien dans la culture générale française, et en particulier dans la culture intellectuelle française, des anciens tropes antisémites, personne plus que Simone Weil. Alors, cette Simone Weil est-elle réellement une juive qui fait de la philosophie? Est-elle une philosophe juive? Vous voyez que nous sommes ici devant un cas extrême, et les cas extrêmes, évidemment, ont une utilité, c'est qu'ils permettent de cerner les problèmes. Je vais vous proposer essentiellement de nous limiter à une philosophie du judaïsme ou sur le judaïsme faite par des juifs qui
acceptent leur identité juive, qui d'une façon ou d'une autre restent fidèles à cette identité. On peut dire qu'à peu près jusqu'à la Révolution française, jusqu'à l'époque des Lumières, la quasi-totalité des Juifs qui restent fidèles au peuple juif restent également fidèles à la religion juive. À partir des Lumières et à partir de la Révolution française, les choses commencent à être un petit peu différentes. On commence à peut voir des différences plus ou moins importantes entre être juif et être un juif observant, un juif pratiquant, un juif qui connaît sa religion et qui s'efforce de pratiquer sa religion. Il y a des juifs non religieux, mais qui quand même se considèrent comme des juifs fidèles et qui prouvent leur fidélité d'une façon ou d'une autre. Alors, il y a un mot en hébreu qui permet peut-être de mieux cerner ce type d'approche intellectuelle. Et ce mot, c'est celui de hashkafa. Le mot philosophie, philosophia, ou encore, pour parler un hébreu plus exact, philosophia, la philosophie, c'est un concept qui existe tout à fait en hébreu. Mais il y a un concept voisin, il y a un concept jumeau, c'est celui de hashkafa, c'est-à-dire, on pourrait traduire ça, vous savez, dans hashkafa, il y a la racine qui veut dire la vision, et on peut dire que la hashkafa, c'est une vision, ou je dirais même un ajustement optique qui permet à des juifs de mieux comprendre ce qu'ils sont et ce que c'est que le judaïsme dans un contexte culturel qui est dominé par des civilisations ou des religions non juives. En réalité, on peut dire que pratiquement depuis l'origine, les Juifs ont toujours vécu au milieu d'une civilisation qui n'était pas juive. Il y a toujours eu, si on se rapporte simplement à la Bible, au Tanakh, nous voyons qu'il y a toujours eu des tensions entre quelque chose, une identité juive et des identités plus globales de la région du Moyen-Orient, de la Méditerranée antique. Par la suite, les Juifs ont vécu dans l'univers babylonien, dans l'univers perse, dans l'univers hellénistique, dans l'univers romain et finalement dans les univers chrétiens et musulmans. Il y a des tensions, il y a des problématiques entre être juif et vivre dans un environnement qui est dominé par les non-juifs et le non-judaïsme. Et pour pouvoir dominer ces tensions, on est obligé de procéder à ce que j'appelle des ajustements optiques. Et la hashkafa, c'est en fait une façon de procéder à un tel ajustement. Alors, je voudrais bien sûr dire que on pourrait dire beaucoup de choses, étudier très en détail au sein du judaïsme même, quel est le rapport entre la Torah et la Hashkafa. On peut dire qu'il n'y a pas de judaïsme en dehors de la Torah, donc la Hashkafa serait quelque chose, la philosophie, si vous voulez, serait quelque chose de périphérique par rapport à un judaïsme essentiellement défini par le Tanakh, la loi écrite, et par l'ensemble de la tradition juive, qu'on appelle aussi la loi orale, c'est-à-dire le Talmud, la Kabbalah, l'ensemble des enseignements rabbiniques. On peut voir les choses comme cela. On peut dire qu'il y a dans le judaïsme qui délibérément a une approche non dogmatique et extrêmement
pragmatique. Le judaïsme a des principes, il a des principes généraux, mais il fait passer le naasé, c'est-à-dire l'acte, avant le nishma, c'est-à-dire avant le concept. Tout de même, il y a des concepts généraux du judaïsme, des ikarim, comme les ont qualifiés les philosophes et rabbins du Moyen-Âge, et certainement, il est important d'approfondir ces différents concepts. Mais l'important, il est ailleurs. L'important est comment ajuste-t-on un judaïsme qui est extrêmement original par rapport à toutes les civilisations qui l'entourent et ces civilisations. Comment procède-t-on à un double ajustement en réalité? Le premier ajustement est le suivant. Plus on approfondit la Torah, la tradition juive, plus on peut voir un certain nombre de problématiques, voire même de contradictions au sein de cette tradition. Les civilisations qui enveloppent le judaïsme, les civilisations non juives qui entourent le judaïsme et au sein desquelles le judaïsme vit, ne se font pas faute, bien entendu, de souligner ces contradictions. Donc, il y a un premier problème d'adaptation optique pour les Juifs, c'est de mieux comprendre la logique même du judaïsme, d'approfondir la logique de la Torah au-delà de la praxis de la Torah, de la simple praxis de la Torah. Et puis, il y a le problème des convergences ou divergences qui peuvent être très poussées, dans certains cas. Je dis bien convergence et divergence. Donc, il y a des situations de relations positives ou de relations négatives avec les différentes cultures qui sont au-delà du judaïsme, qui entourent le judaïsme et qui, à beaucoup d'égards, ne font pas qu'entourer le judaïsme, mais en fait font vivre le judaïsme. Ce qui m'amène à vous proposer une réflexion sur, très simple d'ailleurs, sur ce qu'on appelle une civilisation. Une civilisation, quelle que soit cette civilisation, ce sont deux dimensions qui s'interpénètrent et qui ont besoin chacune l'une de l'autre, mais qui ne peuvent être totalement confondues. La première dimension, c'est ce qu'on peut appeler la technostructure. Je veux dire par là que toute civilisation, c'est un ensemble d'appareillages matériels. Il y a civilisation lorsque l'homme n'est pas tout nu, lorsque l'homme n'est pas réduit pour survivre à vivre de cueillette ou d'une chasse primitive, dès lors que des moyens matériels sont mis en place par une société humaine, on peut parler d'une technostructure. Cette technostructure, cela englobe énormément de choses. Cela peut aller, par exemple, de la domestication de l'agriculture jusqu'à la domestication des procédés industriels. Cela peut inclure l'architecture, l'urbanisme,
Et puis, plus on avance dans l'histoire humaine, cela inclut évidemment la formation d'un énorme édifice de transmission des savoirs à travers l'écriture, puis l'imprimerie, puis l'audiovisuel, puis le numérique. Mais une civilisation, c'est aussi une autre dimension, c'est ce que l'on appelle parfois la noostructure. Alors, technostructure, je pense que tout le monde a compris, c'est la structure technique, c'est la structure des choses matérielles qui forment notre environnement quotidien. La noostructure, c'est la même chose, mais au niveau du mental, au niveau de la vie de l'esprit. Donc, ce sont des appareillages mentaux, c'est-à-dire des concepts, des idéologies ou des sciences qui nous permettent en permanence de vivre et d'appréhender au milieu du monde et d'appréhender ce monde. Ce que nous savons, c'est que les technostructures et les néostructures sont différentes, mais en même temps, elles s'interpénètrent perpétuellement. Vous savez que autrefois, on apprenait dans les écoles de la République que les Romains, quand ils avaient conquis la Gaule, avaient apporté aux Gaulois la civilisation romaine. Alors, cette manière de présenter les choses est très discutée aujourd'hui parce que d'une part, les Gaulois n'étaient pas tout à fait des barbares, et d'autre part, parce que les Romains n'ont pas simplement apporté leur civilisation à la Gaule, ils ont aussi conquis la Gaule, pillé la Gaule, massacré une partie de la population gauloise. Mais il n'en reste pas moins que, effectivement, il y a eu un transfert très important d'éléments de civilisation, soit techniques, soit intellectuels, ou spirituels, ou mentaux, de la part de Rome vers le monde gaulois. Il y a eu des habitations de type romain qui ont été édifiées à partir de la conquête romaine pour loger une population qui était composée de gallo-romains, c'est-à-dire de Gaulois romanisés. Des phénomènes du même genre se sont produits au XIXe siècle et au XXe siècle dans le monde entier, quand une civilisation techniquement très avancée, la civilisation occidentale, a dominé l'ensemble de la planète et l'ensemble des autres civilisations ont considéré, après avoir tenté de résister jusqu'à un certain point, elles ont toutes considéré à un certain moment qu'elles ne pouvaient survivre qu'en adoptant une partie de l'acquis sur le plan de la technostructure, mais aussi sur le plan de la noostructure de la civilisation occidentale. Qu'est-ce que nous voyons dans le cas du judaïsme? Nous voyons, si nous considérons bien sûr l'ensemble de l'histoire juive, on va dire depuis les patriarches ou au moins depuis le Sinaï, comme, et jusqu'à nos jours, comme un tout qui a subi toutes sortes de fluctuations, mais qui est tout de même un tout. C'est-à-dire que lorsqu'on lit la Bible, on n'a pas l'impression, un juif du XXIe siècle n'a pas le sentiment que dans la Bible, on parle de gens qui lui sont totalement étrangers. Il y a des différences, mais ce sont des gens de la même famille qui existent dans le récit biblique, et ce sont des gens auxquels il peut s'identifier. Donc, lorsque l'on regarde cette civilisation juive dans la très longue durée, ce qui retient immédiatement l'attention, c'est que la civilisation juive, en fait, n'a jamais eu d'a priori en matière de technostructure. Elle a toujours accepté les technostructures les plus efficaces du moment. Elle les a acceptées comme des faits
il n'est pas venu à l'esprit des auteurs différents et variés de la Bible puis de la tradition rabbinique de contester le fait qu'on construit une maison d'une certaine manière ou de contester, par exemple, le fait qu'il y a une science médicale et il y a un moyen de guérir certaines maladies de certaines façons. Cela n'a jamais été contesté. Donc, on peut dire que tout ce qui est technostructurel, tout ce qui relève du monde matériel et technique, le judaïsme considère que ce n'est pas son affaire, qu'il accepte les technostructures existantes, qu'il se rallie avec plus ou moins d'enthousiasme à ces technostructures, qu'il les utilise à ses propres fins, mais il ne se préoccupe ni de créer une technostructure qui lui serait propre, ni de rejeter les technostructures extérieures parce qu'elles sont extérieures. Il y a un exemple hautement symbolique de cette attitude qui existe lorsque le roi Salomon construit finalement le Beth Amikdash, c'est-à-dire le temple, la résidence de Dieu au milieu du peuple juif. Vous savez, c'est ce que nous venons de lire dans une paracha, dans un péricope du Pentateuque. Nous venons donc de lire que Dieu demande la construction d'un temple pour non pas y résider lui, ce n'est pas un sanctuaire où Dieu va résider parce qu'il a besoin de résider quelque part, mais c'est un sanctuaire qui va permettre à Dieu de résider au milieu du peuple juif, c'est-à-dire en fait d'établir une proximité entre lui-même et le peuple juif. Mais ce temple, il va falloir le construire. Et le récit biblique à cet égard est très clair. Le récit biblique dit, il y a un modèle du temple qui a été révélé par Dieu, mais lorsqu'il s'agit réellement de le construire, le roi Salomon fait appel aux Phéniciens, c'est-à-dire à la civilisation développée la plus proche d'Israël. Et ce sont en fait les Phéniciens qui fournissent non seulement la main-d'œuvre qualifiée qui va aider à la construction du temple, mais même dans certains cas, une partie des matériaux qui serviront à la construction du temple. Je crois qu'il y a là un exemple extrêmement intéressant, un exemple qui est inscrit dans le texte biblique lui-même, d'une très grande facilité avec laquelle la civilisation juive accepte sur le plan matériel et technique les apports ou les logiques du monde extérieur, du monde non juif. Mais en revanche, le judaïsme va être extraordinairement soucieux de préserver son identité en ce qui concerne les noostructures, c'est-à-dire la dimension conceptuelle et plus encore la dimension spirituelle de la civilisation. On peut dire que d'une certaine manière, toute l'histoire juive, l'histoire biblique, l'histoire post-biblique, l'histoire rabbinique, l'histoire du judaïsme aujourd'hui au XXIe siècle, après la Shoah et dans le cadre de l'État d'Israël ou de la diaspora moderne, toute l'histoire du judaïsme, c'est comment on fait pour emprunter ou co-créer librement les structures matérielles avec le monde non juif et comment on fait en même temps pour maintenir dans leur vérité les structures
mentale ou spirituelle propre au judaïsme. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Cela demande effectivement une réflexion très poussée. Cela demande un ajustement optique permanent entre la tradition propre au judaïsme et ce qui se passe autour du peuple. C'est donc pour cela que la Hashkafa apparaît dans le sein du judaïsme et que la Hashkafa s'est développée à travers un certain nombre de débats successifs. Certains de ces débats sont des débats, des débats sui generis, c'est-à-dire ce sont des questions que des juifs se posent à eux-mêmes. D'autres de ces débats sont des débats entre juifs fidèles et juifs égarés. Vous connaissez, bien sûr, vous avez entendu parler tous, ou vous avez étudié tous, le célèbre livre, le célèbre traité de philosophie de Maïmonide, de Rambam, qui s'appelle le Guide des égarés. Et enfin, il y a une troisième forme de débat, c'est un débat entre les juifs et les païens, les juifs et les chrétiens, les juifs et les musulmans, où les juifs ont un problème très complexe. Comment peuvent-ils maintenir leur identité face à des interlocuteurs qui, sur le plan matériel et plus encore sur le plan politique, sont beaucoup plus puissants que les Juifs. Alors, je voudrais à nouveau, une fois que nous avons déjà posé une première dimension importante, c'est le parallèle entre la technostructure et la noostructure, les deux aspects, les deux pôles d'une civilisation, le pôle matériel et le pôle intellectuel ou spirituel. Je voudrais maintenant essayer avec vous de aller un petit peu plus loin sur l'histoire même de la démarche philosophique dans la société occidentale, qui est la société principale en termes d'interlocuteurs sur la très longue durée du judaïsme. De nos jours, qu'est-ce que ça signifie philosophie? Cela peut signifier dans le monde occidental, mais un monde occidental qui est devenu à bien des égards un monde planétaire. Le monde occidental n'est pas totalement devenu le monde planétaire, et rien ne prouve d'ailleurs que le monde planétaire continuera nécessairement à être aussi influencé par l'Occident qu'il l'est aujourd'hui. Mais au moment où nous sommes, le monde occidental est le monde dominant ou le monde qui exerce la plus grande influence sur l'ensemble d'une civilisation globalisée, planétarisée. Alors, dans ce contexte-là, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, dans le langage courant, philosophie? On vous dira que la philosophie, c'est une conception du monde. Quelle est ta philosophie? Ma philosophie, c'est une philosophie hédoniste. Je crois que le but de l'homme, c'est de profiter de la vie. Quelle est ta conception du monde? Eh bien, moi, je crois que le monde, c'est essentiellement quelque chose de moral. L'humanité n'a de signification que si elle suit une loi morale. Il y a énormément de réponses que l'on peut donner à cela.
vous savez que le mot philosophie finit par s'appliquer à n'importe quoi. On vous parlera, par exemple, de la philosophie des Beatles, de la philosophie de Camilla Jordana, de la philosophie de... C'est aussi bien Bernard-Henri Lévy que Michel Onfray. Enfin, philosophie, c'est n'importe quel discours plus ou moins cohérent qui consiste à dire j'ai des idées sur le monde qui nous entoure. Voilà, donc ça c'est une philosophie. Mais il y a aussi une autre manière de parler, d'entendre le mot philosophie. On veut dire par là, la philosophie c'est une investigation qui va sur tout ce qui se trouve au-delà de la science ou des sciences. La philosophie, c'est quelque chose qui n'est pas la religion, qui n'est pas les sciences exactes, qui n'est pas la pensée politique, qui n'est pas la pensée morale, ce qu'on appelle l'éthique, qui n'est pas l'art, qui n'est pas la littérature. C'est quelque chose qui va au-delà, c'est quelque chose, vous dira-t-on, qui donne du sens à la religion, aux sciences exactes, à la pensée politique, à la réflexion éthique, à l'art, à la littérature. Cette conception-là, selon laquelle la philosophie serait une investigation sur ce qui est au-delà des savoirs les plus importants de notre époque, cette conception, elle est extrêmement récente. Elle nous semble aller de soi aujourd'hui, mais pourtant, elle ne s'est imposée dans les esprits en gros que depuis une centaine d'années. Jusqu'au XIXe siècle, quand je dis jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à la fin du XIXe siècle, on raisonne encore en termes de savoir global. Lorsqu'on va à l'école, c'est pour commencer à apprendre des choses. On ira ensuite à la grande école, on apprendra plus de choses, puis on ira à l'université, on apprendra encore plus de choses, mais c'est le même savoir, c'est un savoir cohérent, même s'il y a des écoles différentes au sein de l'école, même s'il y a des courants de pensée différents au sein de la pensée. La philosophie, jusqu'à la fin du XIXe siècle, soit c'est ce qui relie toutes les branches du savoir, soit c'est, certains commencent à dire, la philosophie, c'est la méthodologie du savoir. C'est la métaphysique ou la logique, c'est la structure interne au savoir. L'idée qu'il y aurait un savoir global, totalisant, et que la philosophie ne serait pas autre chose que la clé de ce savoir total ou globalisant. Cette idée, au XXe siècle, je dirais presque au XXIe siècle, il y a encore beaucoup de gens qui la suivent consciemment ou inconsciemment. C'est tout simplement la conception qui a soutenu toutes les idéologies totalitaires modernes, le marxisme, le nazisme et, plus près de nous, l'islamisme. Ces trois idéologies totalitaires qui ont été si puissantes, qui ont eu un tel pouvoir de séduction, elles disaient toutes les trois, il y a un savoir globalisé dont nous sommes détenteurs. Tous les savoirs se ramènent à notre savoir globalisé. Les marxistes expliquaient tout par la lutte des classes. Les nazis expliquaient tout par l'idée de la race. Et l'islam explique tout par ce qu'ils considèrent comme la loi de Dieu. Lorsqu'il y a un conflit entre le marxisme et la véritable science, le marxisme n'hésite pas à condamner la science. Le marxisme, par exemple, a imposé en matière de génétique les théories antiscientifiques de Lysenko parce que idéologiquement, cela lui convenait. Le nazisme
pour les mêmes raisons, à mépriser la physique moderne qui était considérée comme une physique juive ou enjuivée, et c'est ainsi que le nazisme n'a pas réussi, nous en sommes tous très heureux, à se doter de l'arme nucléaire. Et aujourd'hui, l'une des faiblesses systémiques, là encore on peut s'en féliciter, de l'islamisme, c'est de rejeter des pans entiers de la science moderne, considérée comme une science infidèle, une science occidentale, une science juive et chrétienne. Au sein d'une technostructure, d'une noostructure, vous avez des détenteurs de pouvoir, de savoir particuliers, et vous avez ensuite des transmetteurs de ces savoirs. Et ce procédé se matérialise par ce que l'on appelle des écoles. De nos jours, une école, c'est beaucoup de choses, mais on conçoit une école comme quelque chose de très structuré, avec un appareillage extrêmement développé. Je ne vais pas parler de l'école Internet, tant au niveau du primaire, du secondaire que de l'enseignement supérieur, auquel nous avons été contraints par le coronavirus. Je vais simplement faire parler de l'importance aujourd'hui et des livres et des supports numériques pour n'importe quelle élaboration du savoir ou pour n'importe quelle transmission du savoir. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces différents ensembles qui permettent l'élaboration ou la transmission des savoirs, ce sont également des gens, des personnalités qui ont une histoire, qui ont des intérêts, qui vont être en concurrence. Il n'y a pas une philosophie, même au sens le plus comment dire, prudent du terme, il n'y a jamais une philosophie pure. Toute philosophie et tout savoir, toute nos structures est nécessairement impure. Elle sait qu'elle doit gérer toutes sortes de problèmes de pouvoir. Nous entendons tous les jours des cas de lutte pratiquement au couteau entre des chercheurs, je parle ici de chercheurs en sciences dures, qui vont mener des batailles parfois violentes pour essayer de s'assurer la domination dans un certain domaine et qui vont vouloir écarter tel ou tel autre concurrent afin d'imposer non seulement leur vision, mais d'imposer également leur propre intérêt personnel. Il y a donc toutes sortes de dimensions sociologiques, technologiques, démographiques, politiques, dont il faut tenir compte. Il faut se demander sur quoi repose le savoir. Est-ce que c'est sur l'écrit? Est-ce que c'est sur l'oral? Est-ce que c'est sur des moyens, des supports extrêmement sophistiqués ou simplement sur la voie humaine? Je vais essayer simplement de dire quelques petites choses tellement simples, tellement évidentes qu'on les oublie tout le temps. La première chose, c'est que depuis que
La civilisation existe depuis que les civilisations existent, depuis que les savoirs existent, depuis que les réflexions existent, depuis que les recherches, les investigations existent. Eh bien, il y a eu en permanence des catastrophes. Très peu de savoirs dans l'histoire de l'humanité ont été préservés. Et je dirais même que tous les jours, des savoirs, des pans entiers de ce qu'on pourrait appeler la culture globale de l'humanité sont menacés de disparition. Il y a un grand historien de la Mésopotamie, américain, juif, d'origine juive, qui s'appelait Max Oppenheim, qui a écrit un livre sur la civilisation mésopotamienne antique, où essentiellement il dit ceci: nous ne savons rien sur la Mésopotamie. Il faut bien que vous représentez les choses. C'est un homme qui est professeur à Columbia, professeur d'assyriologie, qui a passé toute sa vie à étudier la civilisation mésopotamienne antique, qui est l'autorité, à son époque, l'une des autorités les plus incontestables dans le domaine. Et il écrit un livre qui est la synthèse de toute son œuvre intellectuelle, dans lequel il dit « Nous ne savons rien ». Pourquoi nous ne savons rien? Parce que presque rien de cette civilisation ne nous est parvenu. Et il parle par exemple de la religion mésopotamienne. Et qu'est-ce qu'il dit de la religion mésopotamienne? Prétendre reconstituer au XXe siècle, c'était un homme du XXe siècle, mais c'est la même chose au XXIe siècle, prétendre reconstituer ce qu'a été la religion des Babyloniens ou des Assyriens. C'est quelque chose d'aussi absurde que de prétendre reconstituer au XXe siècle de l'ère chrétienne ou au XXe siècle de l'ère chrétienne la religion des Parisiens du XXe siècle en ayant pour tout élément que quelques pages d'un missel catholique, une très grande collection d'horoscopes et les tombes du Père Lachaise. Alors, si l'on n'a que ça à sa disposition, il y a de quoi écrire un livre passionnant, mais est-ce que ça a le moindre rapport réel avec la religion réelle des Parisiens du XXe siècle? Et Oppenheim dit, c'est la même chose par rapport aux Mésopotamiens. Nous avons bien sûr trouvé énormément de choses, nous avons découvert des bibliothèques entières de textes conservés sur des tablettes d'argile avec des textes écrits en écriture cunéiforme. Donc, apparemment, nous avons beaucoup de textes et nous savons beaucoup de choses. Mais ce qui est encore plus important, c'est tout ce qui a été perdu, tout ce qui a été détruit. Et en fait, tout ce que nous faisons comme travail de reconstitution, c'est un travail une sorte de pari. On suppose que ça a dû être comme cela, ça a pu être plus comme cela que autrement. Je vais, par exemple, vous rappeler ceci. Nous, les Juifs, nous avons la Bible. Alors, la Bible, qu'est-ce que c'est? Si vous avez lu la Bible, vous savez que la Bible, ce n'est pas un livre, c'est une bibliothèque. C'est un ensemble important de livres qui ont été réunis. À partir d'un certain moment, les Juifs qui avaient déjà préservé ces livres ont fait un effort supplémentaire pour préserver ces livres et les transmettre. Eh bien, alors que les Juifs ont su transmettre la Bible, qui était leur littérature ancienne, je vais vous faire remarquer que dans le texte biblique lui-même, on parle d'autres livres que nous ne possédons pas. Certains disent que les autres livres, en fait, c'est des passages de la Bible, mais d'autres disent non, c'était vraiment d'autres livres qu'on n'a pas pu ou voulu garder. Qu'est-ce qui s'est passé au même moment dans la civilisation la plus glorieuse de l'Antiquité, la civilisation
grecque et romaine, hellénistique et latine, gréco-romaine. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette civilisation-là? Et c'est là que vraiment on est assez stupéfait. Oui, il y a beaucoup de textes grecs et de textes fondamentaux, grecs et latins, qui nous sont parvenus. Essentiellement, par exemple, chez les Grecs, on a l'Iliade et l'Odyssée, les deux livres attribués à Homère. Très bien. Mais regardez plutôt l'énorme quantité de textes qui ne nous sont pas parvenus. Nous savons par exemple que nous n'avons pas l'ensemble du corpus des dialogues platoniciens. Nous n'avons pas l'ensemble des écrits d'Aristote. Il y a un très grand nombre de philosophes grecs très importants que nous ne connaissons que parce que quelques-unes des pages de leurs livres ont été gardées dans des anthologies qu'utilisaient en fait les maîtres d'école dans l'équivalent du secondaire chez les Grecs et les Romains. Regardez quelque chose d'encore plus impressionnant. Vous avez un historien romain qui s'appelle Tite-Live. Tite-Live, c'est l'historien de la grandeur de Rome. C'est l'histoire de Rome. C'est l'histoire de la naissance et du développement de l'Empire universel romain. Eh bien, nous ne possédons pas l'intégralité de Tite-Live. Il y a des passages entiers de Tite-Live qui ont disparu, qui manquent, que nous n'avons pas. Un savoir, c'est quelque chose d'extrêmement fragile et qui peut être sans arrêt anéanti. Il peut être anéanti tout simplement parce que les technologies de reproduction du savoir ne sont pas au point. Je veux dire par là qu'il y a des époques où le savoir se transmet oralement. Il suffit qu'on tue des gens ou qu'une maladie, une pandémie tue des gens pour que la chaîne de transmission du savoir soit cassée. Ou bien encore, on va écrire le savoir sur des tablettes d'argile. C'est un processus extrêmement long et lent. On ne peut pas donc éditer un livre à un grand nombre d'exemplaires. On garde précieusement les livres fondamentaux dans la bibliothèque de Temple. Et puis un beau jour, il y a une catastrophe, une guerre ou à nouveau une pandémie. Et les bibliothèques des temples ou les bibliothèques royales disparaissent, sont en grande partie détruites ou pour une autre partie enterrées sous le sable. Et on ne les redécouvrira que plusieurs milliers d'années plus tard. Il y a aussi toutes sortes de crises politiques ou religieuses dans lesquelles on détruit les savoirs. Par exemple, dans le cas des Juifs, il y a quand même quelque chose dont il faut parler, ne dire qu'un mot. Le judaïsme, en tant que peuple, survit depuis 3000 ans, 3500 ans, mais combien de destruction le judaïsme n'a-t-il pas subi? Combien de Shoah n'a-t-il pas subi depuis les origines? Et je parle uniquement de ce qui est rapporté et mentionné de manière crédible et vérifiable. Je ne parle pas des récits que l'on peut considérer comme légendaires si l'on décide de leur appliquer une grille d'interprétation critique. Vous savez qu'à Paris, au milieu du Moyen-Âge, un roi, connu sous le nom de Saint-Louis, Louis IX, et je m'empresse de dire, parce que c'est très paradoxal, Saint-Louis n'a pas été le plus antisémite des rois capétiens. Il y a toute une partie de l'œuvre de Saint-Louis qui consiste à faire des lois pour protéger les Juifs. Il n'en reste pas moins que Saint-Louis prend
un beau jour, sur la recommandation du pape et de l'Église, il prend la décision de brûler non pas tous les livres des Juifs, mais les mauvais livres des Juifs. Les mauvais livres des Juifs, c'est essentiellement le Talmud. Et donc, on procède à Paris, puis dans un certain nombre d'autres grandes villes de France, à ce qu'on appelle le brûlement du Talmud. Le brûlement du Talmud, selon des témoins oculaires, c'était des bûchers où tous les jours on déversait des charrettes entières de parchemin dans le feu. Des charrettes entières de parchemin. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire des charrettes entières de parchemin? Il faut savoir qu'à cette époque-là, une grande bibliothèque, la bibliothèque du roi de France, ou la bibliothèque des plus grands monastères de la chrétienté, comprend en général 1 millier de livres. Or, on pense que dans le brûlement du Talmud, on a probablement, à Paris et dans d'autres villes de province, brûlé plusieurs milliers de livres. Chacun de ces livres sur parchemin coûte une fortune. On peut considérer qu'en détruisant les Talmuds à Paris, le roi Louis IX, sera connu ensuite sous le nom de Saint-Louis, non seulement prive les Juifs d'un héritage à la fois spirituel et matériel considérable, mais il anéantit des pourcents entiers de sa propre richesse nationale. Chacun de ces livres est un objet d'art qui a coûté l'équivalent du revenu de provinces entières. Il faut bien comprendre tout cela. Il y a des calculs qui ont été faits sur la valeur des ouvrages qui ont été détruits à ce moment-là. Baruch Hashem, Dieu merci, de même que le peuple juif a fini par survivre au plus cruel des Shoah, de la même manière, le peuple juif a pu survivre sur le plan religieux ou culturel au brûlement du Talmud et à la destruction des supports de sa culture. Mais j'insiste donc sur ce fait que les savoirs sont périssables, sont extrêmement périssables. Et le judaïsme va se livrer à un travail permanent pour assurer la survie, non seulement sa survie, on va dire, humaine, sociologique, biologique, mais il va également vouloir assurer sa survie intellectuelle, culturelle, sa survie sur le plan de la noostructure. Cet effort considérable, c'est quelque chose qui va conditionner une grande partie des réflexions que l'on réunit aujourd'hui sous le terme de hashkafa du judaïsme, c'est-à-dire de vision globale du judaïsme, ou encore sous le nom de philosophie juive. Nous allons, à partir de la prochaine leçon, la semaine prochaine, entrer dans le vif du sujet, examiner comment le judaïsme va faire face aux grands défis culturels et intellectuels qu'ont représenté les civilisations païennes, chrétiennes et musulmanes, en gros entre l'an 0 et l'an 1600 ou 1700 de l'ère chrétienne. Je vais m'interrompre maintenant pour vous proposer, il nous reste un quart d'heure,
vous proposer peut-être de dialoguer avec vous. Il y a peut-être des questions que vous souhaiteriez poser, me poser, ou des manières d'envisager ces problématiques que vous voudriez évoquer. Je vais voir si certains d'entre vous ont déjà posé des questions. Alors, il y a une question sur le contenu philosophique du décalogue, des 10 paroles du Mont Sinaï et des valeurs juives fondamentales. C'est, comment dire, la philosophie, il faut s'entendre encore une fois sur ce que cela veut dire. Est-ce qu'il y a une doctrine ou un ensemble de doctrines cohérentes dans la Torah? Est-ce qu'il y a une doctrine cohérente que l'on peut étudier à travers le texte biblique, à travers le texte talmudique, à travers la tradition rabbinique? Est-ce qu'on peut en quelque sorte distiller l'océan de la Torah écrite et orale et la ramener à un certain nombre de structures conceptuelles? La semaine prochaine, nous nous poserons la question de savoir si oui ou non une telle démarche est valide, totalement valide du point de vue juif, mais je me bornerai à dire ceci. Incontestablement, il y a des thématiques puissantes, très cohérentes, dans le texte biblique, dans le texte talmudique, dans les textes, dans les corpus de la tradition rabbinique. Et incontestablement, on peut extraire de ce corpus cohérent, c'est-à-dire structuré autour d'une logique extrêmement claire, on peut en tirer ce que l'on peut appeler une philosophie globale du judaïsme. Ou bien encore, jusque, disons, à l'époque des Lumières, on parlait plutôt peut-être d'une théologie du judaïsme. Je vais vous montrer que ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas une vaine parole ici. Je vais vous donner deux exemples d'ouvrages qui sont tout à fait disponibles en librairie. Je tiendrai à votre disposition une bibliographie si vous le souhaitez à l'issue de nos différentes leçons. On va prendre deux cas. Vous avez un livre qui s'appelle A Jewish Theology, une théologie du judaïsme, dont l'auteur, Louis Jacobs, était un très grand, je dis bien très grand, historien et philosophe juif anglais du XXe siècle. Et ce livre, qui est écrit, qui est un chef-d'œuvre absolu, qui est écrit du point de vue de la rationalité du XXe siècle, mais avec une connaissance profonde de l'ensemble de la tradition juive, ce livre est absolument passionnant à lire. Alors, je le possède dans son édition anglaise. Je ne sais pas si le livre a été traduit en français. Il vous suffit d'aller, par exemple, sur Amazon. Ceci est franc de toute publicité, bien entendu. Il vous suffit d'aller sur Amazon et vous pouvez vérifier si, vous voyez, Louis Jacobs, si A Jewish Theology, une théologie du judaïsme, existe en français ou si vous ne pouvez l'acheter qu'en anglais. Si vous ne l'achetez qu'en anglais, il y a des chances par ailleurs qu'il existe sous forme numérique. Tout n'est pas sous forme numérique, mais il y a de plus en plus d'ouvrages qui sont maintenant sous forme numérique et qu'on peut donc se procurer extrêmement facilement. Le deuxième ouvrage
que je vais mentionner, que je vais recommander, alors c'est un ouvrage qui, lui, a été traduit en français, donc vous pouvez vous le procurer en français, c'est The Handbook of Jewish Thought, le manuel de la pensée juive. Son auteur, c'est le Rav Aryeh Kaplan. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le Rav Aryeh Kaplan. C'était un Rav américain du XXe siècle, un génie absolu, qui malheureusement est disparu prématurément, très jeune, il n'avait même pas 50 ans, il est mort subitement. Son œuvre est colossale. Un certain nombre de ses ouvrages ont été traduits en français et je sais que ce livre a été traduit en français probablement sous le nom de Manuel de la pensée juive. Donc, vous pouvez Aryeh Kaplan si vous voulez, vous pouvez sans difficulté le trouver sur Amazon. Il est clair que ce sont deux approches récentes. L'une, les deux approches viennent de juifs fidèles, c'est-à-dire de juifs qui se considèrent comme juifs, qui respectent le judaïsme et dont le souci est de faire connaître le judaïsme aux juifs. Et il y a une approche un peu plus rationaliste, c'est chez Louis Jacobs, une approche strictement orthodoxe dans le cas du Rav Aryeh Kaplan, et vous avez dans les deux cas un exposé systématique, méthodique des concepts essentiels du judaïsme tels qu'ils apparaissent dans la Torah, dans le Talmud et dans la tradition rabbinique. Alors, je vais essayer de regarder, je vois qu'il y a d'autres questions. Alors, quelqu'un me demande s'il y a un livre de Max von Oppenheim sur la Mésopotamie. Ce n'est pas Max von Oppenheim, c'est Max Oppenheim. Ça n'a rien à voir, c'est pas le même personnage. Oui, son livre est tout à fait disponible. Allez sur Amazon à nouveau et il y a beaucoup d'ouvrages de cet auteur, notamment sa grande synthèse sur la civilisation mésopotamienne. Il y a une personne qui me demande si elle est elle-même un renégat. Alors, je ne sais pas très bien, je ne sais pas quoi répondre à cette personne qui, bien sûr, se reconnaîtra. Moi, je dirais ceci, c'est qu'à partir du moment où, je crois, on s'intéresse à la philosophie juive et on fait l'effort de participer à un webinaire introduisant à l'histoire de la philosophie juive, je ne pense pas que l'on est complètement un renégat. On me pose la question si je peux écrire les noms des auteurs. Ce que je vous répète, c'est que j'ai une bibliographie sur l'ensemble des questions que nous traitons aujourd'hui et je me propose, puisque vous vous êtes inscrit vous êtes là puisque vous êtes inscrit pour l'ensemble de notre webinaire ou séminaire. Donc, vous aurez effectivement les éléments de biographie dont vous avez besoin. Alors, je regarde encore d'autres questions. L'autodafé de 1240 par Saint Louis était-il dû à une dispute entre un juif chrétien, c'est-à-dire je suppose un juif converti, et un rabbin? On peut dire que oui, mais pas seulement. Mais pas seulement, ça s'inscrivait dans un ensemble de polémiques. Quelqu'un dit que les philosophes grecs, notamment Aristote, ont été redécouverts par les Arabes. Oui et non, c'est ce que nous allons essayer d'aborder la semaine prochaine. Ça s'est passé de manière beaucoup plus complexe en réalité, mais effectivement, il y a eu
tout un processus de redécouverte progressive des textes grecs originaux, ou en tout cas de ceux qui ont pu survivre. Alors, on me demande ce que je pense de la création des 12 tribus, des Kohanim et des Lévi'im. Ça, c'est une question historique que nous pouvons certainement aborder, mais je ne crois pas qu'elle s'inscrive dans le cadre de notre webinaire. Voilà. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut si l'on peut proposer à tout le monde de s'exprimer. Je vais essayer de donner la parole à tout le monde pour les quelques minutes qui nous restent, de manière à ce qu'il n'y ait pas de frustrés ce soir. Alors, je crois, d'après ce que je lis, que vous avez la possibilité d'activer votre micro si vous voulez parler. Il me semble que c'est ça qui est dit. Sinon, on continuera à... Je suis vraiment désolé, mais s'il n'y a pas d'animateur du Centre européen du judaïsme avec nous, je ne sais pas comment vous donner la parole sur le plan audio. Est-ce que, encore une fois, vous pouvez me poser des questions par écrit? Vous voyez comment faire. Il y a converser. Si vous cliquez en bas de votre écran, vous avez une fonction converser et vous pouvez taper un message. Je vais essayer d'en prendre connaissance. Alors, on me pose des questions sur beaucoup de questions historiques importantes, sur des questions d'égyptologie, des questions sur le papyrus d'Hippoware, la stèle de Merneptah, les effondrements sociétaux à la fin de l'âge du bronze. Tout cela est vrai, mais disons qu'on est dans un autre domaine. Je serais très heureux de peut-être de participer à un autre séminaire sur ces questions si le Centre européen du judaïsme souhaite effectivement l'organiser. Alors, on me pose une question sur Spinoza. Est-ce que Spinoza était anti-juif ou bien est-ce qu'il rejetait la religion? Ça, on parlera de Spinoza dans notre troisième leçon, mais d'ores et déjà, je peux vous dire la chose suivante, c'est que il y a un rejet du judaïsme chez Spinoza. Spinoza rejette toutes les religions, mais il prétend que les religions telles qu'elles existent sont une façon de déformer une religion véritable, une religion rationaliste, dont panthéiste et rationaliste, dont lui, Spinoza et quelques autres philosophes ont en quelque sorte défini les principaux éléments. Mais il se trouve que dans ces textes sur le développement de la religion et de la politique, Spinoza a tendance à considérer que le christianisme constitue un progrès par rapport au judaïsme. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire que Spinoza est un antisémite, mais Spinoza n'est certainement pas, ne peut pas être considéré comme, on va dire, un simple juif non rabbinique, un simple juif libéral. Il y a quand même un rejet, un certain rejet du judaïsme chez lui. Ça n'atteint pas disons, l'extrémisme réellement scandaleux d'une Simone Weil, la philosophe, encore une fois, mais je crois qu'il faut quand même, il y a des raisons pour lesquelles Spinoza continue à faire problème pour tous les juifs qui se posent la question de savoir si un juif qui rejette le judaïsme est encore un juif. Voilà. Est-ce que le chérem prononcé sur Spinoza était
gratuit ou ne l'était pas. Alors, j'essaie de regarder. Quelqu'un me dit il y a des chassidim à Anvers qui disent que le judaïsme n'est pas une religion, mais une philosophie. Si philosophie veut dire simplement une conception du monde, c'est peut-être vrai. Peut-être qu'effectivement, le judaïsme ne se réduit pas à ce qu'on entend habituellement par une religion, c'est-à-dire des dogmes et des rites. Peut-être. Mais je crois que nous essayons ici d'aller un peu plus loin et de voir historiquement comment les Juifs qui pensent et les Juifs qui se posent des questions ont été obligés de confronter leur judaïsme à des doctrines qui leur étaient extérieures. C'est ça le thème fondamental de notre histoire, notre brève histoire de la philosophie juive. On me demande si la conférence est enregistrée. Elle est enregistrée, donc je pense qu'elle sera disponible par la suite. Alors, voyons voir, est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous arrivons à la fin du temps qui était prévu. Alors, est-ce que on me pose une grave question, effectivement très philosophique en fait. Est-ce que Jeff Bezos, c'est-à-dire Amazon, font des choses qui permettent de créer un bon environnement dans la société française, qui permettrait le développement du judaïsme ou, comme dit la personne qui me pose la question, de la Yiddishkeit en France. Vous savez, encore une fois, c'est là typiquement que on va parler en termes de technostructure, de nos structures. Amazon, c'est une technostructure. C'est un moyen de diffuser des savoirs. En tant que tel, c'est un moyen très performant, extraordinairement performant. Qu'il s'agisse du livre papier, qui est effectivement très facile à trouver et à acheter grâce à la structure Amazon, qu'il s'agisse des livres numériques que l'on peut obtenir également très facilement par Amazon. Donc, tout ce qui permet la diffusion des savoirs peut permettre aussi la diffusion des savoirs juifs. Le problème, c'est que celui qui domine totalement la diffusion des savoirs, eh bien, il acquiert un pouvoir particulièrement dangereux. Il détient, il acquiert le pouvoir de censurer les savoirs. Si le distributeur principal du savoir au XXIe siècle, c'est Amazon, ou une structure de type Amazon, il deviendra très facile d'éliminer tous les savoirs que l'on voudra éliminer. Et donc, on portera atteinte, alors même que Amazon, jusqu'à présent, est un moyen qui rend service à la liberté de pensée et de discussion, on peut imaginer une situation où Amazon, ou bien une structure analogue à Amazon, au contraire, deviennent un danger pour la pensée et un danger pour la liberté d'expression. Vous savez qu'il y a un pays au monde, aujourd'hui, la Chine, où en fait une structure de type Amazon existe, mais cette structure est totalement contrôlée par un pouvoir autoritaire et l'on assiste depuis quelques années à un durcissement de ce pouvoir. Donc Amazon, comme toutes les technostructures, c'est très bien, mais ça peut être très dangereux. Lorsque les chemins de fer se sont développés à travers le monde au XIXe siècle, les Juifs ont vu dans le chemin de fer un instrument de liberté, ne serait-ce que parce qu'il permettait à des Juifs confrontés à des pogroms en Europe de l'Est ou ailleurs d'aller vers des pays plus libres. Jusqu'au jour où les mêmes chemins de fer ont fonctionné dans le sens inverse et ont permis à des assassins d'acheminer les Juifs vers le lieu de leur mise à mort. Donc,
Les technostructures, c'est quelque chose de neutre, c'est quelque chose qui peut être utilisé positivement ou négativement, d'où l'importance de la noostructure. C'est la noostructure qui notamment va donner une valeur morale à l'utilisation de la technostructure. Voilà, écoutez, je pense que nous avons abordé beaucoup de questions dans ce bref quart d'heure ou ces 20 minutes d'échange. Je vous encourage à réfléchir à d'autres questions. Nous essaierons dans les 2 leçons suivantes de dialoguer de la même façon. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, entre 18h et 19h30. Je salue chacun d'entre vous. Il y a beaucoup de personnes que je connais. Il y a aussi beaucoup de personnes que je n'ai pas l'honneur de connaître, mais je les salue néanmoins très amicalement et j'espère vous retrouver dans une semaine pour aborder le grand problème du judaïsme face à la scolastique qui domine complètement la pensée philosophique dans le monde païen, dans le monde chrétien et dans le monde musulman depuis l'an 0 jusqu'à peu près l'an 1600. Merci à chacun d'entre vous et à la semaine prochaine.